Bienvenue à l'Intermédiaire, podcast d'échecs. Bonne écoute. Alors bonjour et bienvenue au deuxième épisode de l'Intermédiaire, podcast d'échecs. Et oui, on est déjà rendu au deuxième épisode et aujourd'hui, j'ai l'honneur d'accueillir un revenant sur mon émission. Son nom, c'est Guillaume Robin. Vous l'avez vu, il nous a parlé de ses façons de coacher, de ses visions des choses, de ce que devrait être un coach selon l'élève qu'il a. Je suis vraiment heureux de l'accueillir encore de nouveau sur mon podcast, mais juste avant, j'aimerais vous parler de plusieurs choses. J'aimerais vous parler de que ça va être le premier épisode qui va être tourné sous format vidéo, parce que oui, je vais m'ouvrir une chaîne YouTube qui s'appelle l'Intermédiaire Podcast. Elle sera en ligne lorsque vous allez pouvoir écouter cet épisode-là. Alors, je suis très heureux sur cette chaîne-là. Il va y avoir les podcasts vidéo, mais il va y avoir également d'autres projets qui s'en viennent. Ils vont vous être annoncés sous peu via les médias sociaux. Alors, vous allez pouvoir suivre ces nouvelles-là sur ma page Facebook, l'Intermédiaire Podcast d'échecs. Vous pouvez aller également sur mon Instagram, l'Intermédiaire Podcast. Allez liker, partager la page, parler de ce podcast-là à un ami que vous connaissez. C'est vraiment pour tout le monde. C'est vraiment pour tout le monde. Vous allez pouvoir écouter des gens qui sont passionnés d'échecs parce que c'est ça mon but de parler des échecs. J'ai vraiment une passion pour ça. Il faut vraiment pas oublier que mon podcast, là, je fais ça de façon entièrement bénévole. J'ai pas aucun revenu. Donc, tout est gratuit, tout est accessible. Je paye toutes mes dépenses. Donc, prenez juste plaisir à écouter mon podcast pour les échecs, pour ceux qui débutent, pour ceux qui sont avancés. C'est sûr que des fois, il y a des épisodes que ça s'adresse plus à des débutants, des fois, c'est un peu plus avancé, mais généralement, c'est vraiment pour tout le monde. J'aimerais ça revenir également à mon invité, Guillaume Robin. Comment ça va? Ben moi, ça va super, super, William. Je suis super content de te revoir. On s'est vu entre les deux épisodes. Ce que les gens ne savent pas, c'est que tu es venu chez moi, tu as traversé l'Atlantique. Et on s'est vu quoi en novembre de l'année dernière, c'est ça? Oui, exactement. Exactement. T'étais passé à Nantes pendant une journée. C'était très sympa. Bon, on avait vu un match de foot et on avait perdu. Malheureusement, c'était pas un très beau match. J'avais pris beaucoup de plaisir à te voir parce que forcément, on s'est vu pendant quelques temps en visio. Une fois, on s'entendait en podcast, on discutait ensemble. Mais ça fait toujours quelque chose de voir les personnes en vrai. L'être humain est un être social, donc on est toujours content de voir les gens. Et voilà, je dois dire que pour ceux qui nous écoutent, t'es un gars super derrière l'écran et aussi devant l'écran. Et on a passé des super moments en tout cas. Hey, merci tellement. Puis pour vrai, ça a été mon premier match de football européen à vie. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. J'ai déjà regardé des matchs de football européen local, mais ça avait rien à voir avec le calibre de ce que c'est en Europe, là. On parle d'un match de Division 1 française. Bon, le match a été excessivement décevant. J'ai pas eu l'occasion de voir un but local, mais pour de vrai, découvrir l'atmosphère, l'ambiance, puis Guillaume me fait un apprentissage là, accéléré de ce que c'est l'environnement du soccer de Nantes. Il m'a parlé du propriétaire plus que douteux. Il m'a parlé des ultras, d'un peu l'histoire de l'équipe. Pour de vrai, là, ça a été une expérience là, extraordinaire. J'ai vraiment apprécié l'ambiance, les fumigènes, les cris, les chants. Parce qu'on n'était pas dans la zone des ultras, mais on était vraiment juste à côté. Là, donc l'ambiance était vraiment là, à son paroxysme, là, comme on pourrait dire. Ouais, et puis après, t'as pu aussi venir au club. Parce que je sais qu'on va parler d'échecs aujourd'hui. T'es venu au club d'échecs. Alors, il y avait personne. On avait fait une petite photo tous les deux au club d'échecs. Peut-être 2-3 parties. Mais c'est sympa. J'aurais bien aimé te voir jouer en tournoi, faire un tournoi avec toi. Mais ce jour-là, en fait, il y avait pas de tournoi d'organiser. Mais ouais, c'était une sacrée journée. Et puis maintenant, on se revoit une deuxième fois. Je suis content de revenir sur ton podcast pour parler d'autre chose. La première fois, je crois que le titre c'était le rapport coach-étudiant. Je parlais aussi du fait que j'étais pas professeur d'échecs de métier, dans le sens où j'étais étudiant à côté, que j'étais aussi avec un niveau modeste aux échecs. Enfin, ceux qui me connaissent, ceux qui me suivent sur internet ou qui prennent des cours avec moi savent que j'ai pas la prétention de dire que je vais être
maître ou grand maître, déjà là où je suis, c'est très bien. Et puis je prends plus de plaisir aujourd'hui à enseigner plutôt qu'à pratiquer. Mais tout ça pour dire que là, je reviens pour parler avec toi. Bah, tu vas pouvoir introduire le sujet. Je vais te laisser le faire. De quelque chose qui me tient à cœur, que j'apprécie. Voilà. C'est sûr que Guillaume, il est très humble par rapport à ses talents aux échecs, mais on a joué peut-être 3 parties, je me suis pris vraiment à la raclée, là. Ça a été vraiment là, une leçon d'humilité de ma part, encore, mais je suis quand même très humble parce que je reçois beaucoup de leçons d'humilité aux échecs. Là, j'ai pas un talent particulier. Je suis juste passionné par les échecs sans avoir un talent, mais j'aime mieux en parler. Ça m'a mené beaucoup plus loin que mes talents de joueur, là, à proprement parler. Alors, oui, Guillaume, t'es là pour une raison particulière, bien sûr, mais j'aimerais ça savoir... Bon, je vais reprendre cette question-là. Mais j'aimerais que tu me parles que tu as lancé quelque chose de particulier. Qu'est-ce que tu as lancé dernièrement? Alors oui, c'est vrai, William, que entre ta venue en France et ce podcast aujourd'hui, j'ai pas mal bossé. Je t'avais parlé du fait que je voulais retourner des vidéos à l'époque, que je voulais refaire un site. D'ailleurs, pour l'anecdote, après le podcast qu'on a tourné et que tu as publié peut-être 1 ou 2 mois plus tard, j'ai reçu plusieurs mails sur ma boîte mail perso de personnes me disant « Ah, mais j'ai appris que tu voulais faire un site internet. Si tu veux, on travaille ensemble. » Donc il y a un vrai impact. Hein. T'es quand même beaucoup écouté et ton talent pour parler des échecs est indéniable puisque moi on m'a même plusieurs fois envoyé un message sur Instagram en disant et le gars qui était sur le podcast l'intermédiaire. Donc voilà, ça m'a fait toujours très plaisir d'en discuter. Et oui, je parlais de mon site internet, ça a été fait, même si tout n'est pas parfait, je suis toujours en train d'essayer de l'améliorer petit à petit, et puis j'ai pour le coup pas trop le talent pour l'améliorer, je fais plutôt appel à d'autres personnes. Ce que je voulais développer, c'était une école en ligne sur internet. J'avais déjà donné des cours collectifs pour enfants sur plusieurs plateformes. Je voulais le faire de mon côté, en indépendant, non pas parce que je pense pouvoir faire mieux que tout le monde, mais parce que j'avais envie d'avoir une certaine liberté sur les horaires, sur le tarif, sur ce que je voulais transmettre aux enfants. Donc je me suis débrouillé un peu tout seul au début. Je faisais ça par forme de stage. Donc en fait, je proposais aux enfants une date plusieurs jours d'affilée, souvent dans les vacances scolaires. Il y avait un thème, donc par exemple, il y a eu l'enfermement de pièces. Donc il fallait enfermer les pièces. C'est une tactique élémentaire aux échecs. Et puis avec différents niveaux, donc niveau 1, 2, 3, 4, en fonction du niveau de chaque enfant, et puis se retrouver par groupe. Et j'ai pu faire ça pendant pas mal de temps, même cet été, je l'ai fait beaucoup. Je crois que j'ai compté à peu près, il y a dû y avoir 200 ou 250 enfants qui sont passés par mes stages d'échecs en 1 an. Il y en a qui sont revenus plusieurs fois, d'autres qui ont fait juste une fois et à qui ça a pas plu. Hein. Je vais pas vous mentir, il y en a qui ont pas accroché, c'est la vie. Hein. Et donc maintenant, à partir de septembre, j'ai changé de formule. Je voulais faire un peu un pass mensuel en fait où les enfants en fait avaient un accès en ligne sur ce qu'on appelle Google Classroom. Je sais pas si tu connais ou pas, William. Non, ça me dit rien. Google Classroom. En fait, c'est une fonctionnalité qui est offerte par Google, qui est vraiment pas mal. En fait, tu peux connecter plusieurs adresses mail Google sur une sorte de forum en quelque sorte. Et après, on va pouvoir poster différentes publications. Et donc, par exemple, le lundi, moi, je poste toujours un petit cahier d'exercice. Donc, les enfants, en fait, ont un petit cahier d'exercice et peuvent le réaliser pendant toute la semaine. Le mercredi, ils ont le lien pour le tournoi et ils font un tournoi sur l'e-chess. Le vendredi, ils ont le lien pour leur visio parce qu'ils font le concours collectif avec moi ou quand je suis absent avec un de mes collègues. Et puis le dimanche, ils ont encore une fois un petit tournoi, ou alors ils ont une vidéo récapitulative de la semaine, où par exemple si on a parlé de la fourchette ou du clouage, ils vont avoir une vidéo que j'ai tournée exprès sur le clouage, qu'ils pourront revisionner dans la journée, ou évidemment s'ils sont pas disponibles, les jours qui suivent. Donc voilà, je voulais faire une sorte de passe, parce que les stages, ce qui est un petit peu dommage, c'est que je voyais les enfants en condensé pendant plusieurs jours, puis après je les voyais plus pendant 1 mois, 2 mois, et donc ça a ses avantages, ça a ses inconvénients. Il y en a qui aiment pas, mais moi j'aime bien changer, tu vois. Je t'avoue que je suis quelqu'un,
bouge un peu beaucoup, un peu Mais il y a trop. plusieurs façons de voir les choses également, là. Tu sais, il y en a que, ils savent qu'ils ont une fenêtre d'horaire, dans le prochain mois ou dans les 2 prochains mois où ils vont pouvoir apprendre puis être plus assidus, majoritairement du temps pendant l'été, les vacances scolaires et tout ça. Et il y en a d'autres que le suivi hebdomadaire ou périodique est parfait pour eux autres. Puis c'est ça qui est plaisant d'avoir plusieurs opportunités, là. Exactement. Et puis une manière d'apprendre. Enfin, on dit souvent que la, la pédagogie, c'est l'art de la répétition. Donc, en fait, le fait de voir les gens de manière assez régulière, ça permet de de contrer un peu la courbe de l'apprentissage. Je sais pas si tu connais, mais en fait, quand on apprend quelque chose, on est au maximum de connaissances. Et puis après, en fait, 2 jours ou 3 jours après, on a déjà perdu 50% de ce qu'on a appris. Et après, on descend, il nous reste plus que 10% quelques jours, enfin 4-5 jours après. Donc le fait de voir toutes les semaines, bon bah on réactive un petit peu cette courbe, cette courbe de l'apprentissage. Puis c'est terrible, hein. Franchement, s'il y a un super pouvoir que j'aimerais avoir, William, c'est celui de retenir tout ce que j'apprends, hein. Je suis persuadé que si on retenait tout ce qu'on avait appris, on serait capable de faire de sacrées prouesses, hein. Mais effectivement, mais je pense que c'est seulement 10%. On retient seulement 10% des choses qu'on nous apprend là, à la première écoute ou à la première lecture, là. Donc, c'est pour ça que la répétition là, peut être excessivement importante. Et le travail assidu aux échecs, là, c'est vraiment la clé. Je le dis, là, faites ce que je dis, pas ce que je fais, parce que je suis vraiment pas un exemple pour l'assiduité aux échecs. Surtout au niveau des puzzles ou même au niveau des études. Là. Je suis vraiment pas un exemple d'assiduité, mais c'est vraiment là, un critère essentiel pour progresser, là. Bah, on en parlait justement juste avant d'enregistrer le podcast, William, de l'assiduité et de la méthode Woodpecker. Tu sais, cette méthode que tu vas répéter en fait tous les 2 jours, peut-être tous les 3 jours, 4 jours. Et c'est un peu aussi pour contrer en fait cette courbe de, je sais pas si on dirait courbe de l'apprentissage ou de la mémoire peut-être en fait. C'est plutôt de la mémoire où petit à petit on perd ce qu'on a appris. Là, ça permet à chaque fois de raviver des connaissances et puis de faire une sorte de cycle en fait, claque comme ça, avec des périodes où on oublie un peu plus et des périodes où on réactive nos connaissances. Et donc, pour ceux qui connaissent pas la méthode Woodpecker, est-ce que William, tu saurais nous la définir ou tu veux que je la définisse? Je suis pas un expert, je suis pas un fan parce que je la connais pas et je peux pas en parler positivement ou négativement, mais la méthode Woodpecker, c'est que tu as un certain nombre de puzzles à apprendre dans un temps donné. Et ensuite, tu dois répéter de façon cyclique, mais à un intervalle réduit. Donc, exemple, tu dois passer au travers le livre à l'intérieur de 6 semaines. Là, les marqueurs de temps, c'est pas ma référence. Je connais pas exactement les temps originaux là, que ça doit prendre, mais le principe est le même. Là. Exemple, tu passes au travers du livre les 6 premières semaines. Après ça, tu essaies de le faire en 4. Après ça, tu essaies de le faire en 2 semaines parce que tu as déjà appris les puzzles. La répétition, il s'agit de la répétition, donc tu es capable plus vite. Donc, c'est à peu près ça la méthode Woodpecker, là. C'est un défi colossal, mais c'est une technique que plusieurs prônent, là. Ouais, exact. En fait, c'est vraiment une banque d'exercices de 100, 200, 300 exercices. D'ailleurs, j'ai une étude sur Lichess. S'il y en a qui sont intéressés, qui nous écoutent, ils peuvent m'envoyer un petit message. Je sais pas comment ils peuvent me contacter. Mais je vais pouvoir la mettre en lien là, de mon podcast. Là. Donc, juste dans la description, là, dans les footnotes, là, pardonnez mon anglicisme, là, je vais pouvoir mettre le lien. Donc, Guillaume va me l'envoyer par Messenger et je vais la mettre là, comme ça, vous allez pouvoir la... Je mettrai le lien de la méthode Woodpecker qu'on peut faire de manière interactive. Elle est assez intéressante puisque il y a le livre de Woodpecker. Je pense que ça c'est parti d'un livre en fait avec beaucoup d'exercices. Et il se trouve que j'avais retrouvé en fait l'équivalent en étude Lichess. Je sais pas si tu vois ce que c'est, William. C'est plein d'exercices sur Lichess où dès que tu joues un coup et que t'as bon, on passe à la suivante. C'est comme si tu faisais des problèmes sur chess.com par exemple, ça enchaîne. On peut aller plus vite. Alors il y a un inconvénient à cette étude Lichess, c'est que en général quand on est sur l'ordinateur, on a tendance à un peu tout tester rapidement. Je sais pas si t'as déjà eu ce petit syndrome. Je l'ai eu, je pense qu'on l'a tous quasiment eu. Moi, je pense que oui, parce que ce que tu fais quand tu fais un puzzle, une erreur que tu dois faire, une erreur pas que tu dois faire, mais moi que je fais ou que j'ai faite ou que c'est très commun là, parmi les débutants intermédiaires, c'est que tu débutes le puzzle, après ça,
tu penses que c'est ce coup-là qu'il faut faire, alors tu l'essayes sans vraiment calculer, sans vraiment approfondir ton raisonnement. Et des fois ça marche, des fois ça fonctionne pas, mais c'est pas parce que tu le sais que c'est le bon coup qu'il faut faire. Donc c'est vraiment comme ça, il faut que tu t'améliores. Là. C'est vraiment de cette façon-là qu'il faut s'améliorer, là, vraiment en calculant, en travaillant profondément, parce que la reconnaissance de pattern, la reconnaissance de position, c'est vraiment un muscle que tu développes là, au même titre que si tu faisais de la musculation. Là. C'est un muscle que tu développes et plus que tu le développes, plus que ta capacité de calcul ou de reconnaissance de ces patterns-là va s'améliorer et va augmenter. Là. C'est exact. Il faut vraiment faire cet effort-là. Moi, j'aime bien dire à mes élèves de prendre une feuille blanche et de décrire les variantes. Donc, s'il fait ça, je fais ça. S'il fait ça, je fais ça. Clac, clac, clac. De manière à avoir vraiment résolu l'exercice dans son intégralité, plutôt que juste, en fait, le réflexe qui est humain. On peut pas, s'il y en a qui nous écoutent et qui le font, on vous jette pas la pierre, mais on vous avertit que c'est pas comme ça qu'on progresse de manière optimale. Mais si vous recherchez la performance, en fait, il faut vous dire que, tester l'échec, la prise ou la menace, c'est sûr qu'à un moment vous allez finir par trouver le bon coup en fait, parce que dans la position qu'on a devant nous, comme c'est un exercice, on sait qu'il y a quelque chose à trouver. Donc forcément, s'il y a un mat, il va falloir commencer par un échec au roi, ou alors ramener une pièce lourde en face du roi et finir par mater. Alors que si on est en partie, William, t'as pas la garantie que ça fonctionne en fait. T'as pas une petite lumière qui clignote dès qu'il y a une tactique qui survient sur l'échiquier. Donc dès qu'une pièce, par exemple, est non protégée dans le camp adverse, ou alors que le roi se retrouve un petit peu trop à découvert avec peu de défenseurs. D'ailleurs, il y a une phrase que j'aime beaucoup, je sais pas si je te l'avais déjà dit en cours, William. C'est une phrase de Garry Kasparov qui disait que statistiquement, avec leurs équipes pendant les championnats du monde, en fait, ils avaient fait des tests. Et en fait, ils se rendaient compte que si on a 2 défenseurs de plus que l'adversaire n'a en défense, on a 90 ou 95% de chances de faire un échec et mat ou alors de finir sur un gain matériel. Est-ce que tu vois ce que je veux dire ou j'étais pas très clair? Non, c'était quand même clair, mais est-ce que c'est 2 défenseurs ou c'est 2 attaquants vis-à-vis les défenseurs de plus? Il faut avoir deux attaquants de plus que le défenseur. OK, parfait. Non, je vois. Après, évidemment, si t'as 4 pièces mineures, William, et que, donc imagine, t'as tes 2 fous, tes 2 cavaliers sur le roi, et lui, il a une dame et une tour en défense, peut-être que ça marche de défendre. Mais bon, ça reste une bonne idée, je trouve, pour ceux qui nous écoutent et qui débutent, de compter le nombre de pièces qu'il y a en attaque, compter le nombre de pièces qu'il y a en défense, pas forcément pour une case donnée, même si on aime bien dire que par exemple, si tu veux manger une pièce, tu dois absolument compter le nombre de défenseurs et d'attaquants. Là, c'est plutôt pour une zone de l'échiquier. Regardez à l'aile roi ou à l'aile dame, en fonction de où est-ce que le roi se trouve. Combien y a-t-il de défenseurs et d'attaquants? Même au niveau des cases, de la couleur de case. Par exemple, je sais pas si tu savais, mais on dit que en finale, le duo dame plus cavalier est meilleur que le duo dame plus fou. Ça s'appelle des tandems. Pourquoi on préfère avoir dame plus cavalier? Parce qu'en fait, dame plus cavalier, c'est plus souple. Parce que le cavalier peut jouer sur les 2 couleurs de case. Un cavalier sur case blanche attaque sur case noire, et un cavalier sur case noire attaque sur case blanche. Alors que le fou, c'est un fou en fait. Je vous apprends rien. Il reste sur la même couleur de case. Donc, imaginons que les blancs ont une dame et un cavalier, alors que les noirs ont une dame plus un fou. Les noirs, avec leur fou de case noire par exemple, vont être faibles sur case blanche. Et donc, on va beaucoup plus facilement mater le roi ennemi. C'est pour cela qu'il faut aussi compter le nombre d'attaquants et de défenseurs sur une couleur de case, et pourquoi pas s'engouffrer un peu là-dessus en fonction de la position. Après, c'est vrai qu'aux échecs, malheureusement, il n'y a jamais de vérité absolue, il y a toujours des principes, mais on se rend compte que on peut facilement des fois transcrire un principe au détriment d'un autre. D'ailleurs, William, je sais pas si je t'avais raconté cette anecdote, mais la première fois que je suis venu dans un club d'échecs, j'ai fait une partie contre ce qui était à l'époque mon premier coach, qui s'appelait Edouard. Et Edouard, après la partie, me donne un petit manuel de 6 pages. Tu vois, 6 pages à peu près. Okay. Et il me dit, tiens, c'est pour toi, tu pourras le lire avant le prochain cours qui sera la semaine prochaine.
Je rentre chez moi, j'ouvre ce petit manuel et devine ce qu'il y avait dans le manuel. Probablement juste des façons de mater. Et c'était pas des façons de mater. En fait, le manuel s'appelait les 101 principes pour gagner une partie d'échecs. Et en fait, c'était une sorte de liste de courses. Donc, il y avait numéro 1, par exemple. Quand vous débutez une partie, commencez par avancer un pion au centre. C'est quand même le conseil, tu vois, plutôt de base quand on débute une partie. Conseil numéro 2, une fois que vous avez avancé un de vos pions au centre, il faut sortir les pièces mineures, c'est-à-dire les cavaliers ou les fous. Conseil numéro 3, essayez de roquer au plus vite. Vice versa, ainsi de suite plutôt. Peut-être que le 50e, c'était placer vos tours sur des colonnes ouvertes. Si possible, rentrer en 7e rangée, ou en 2e rangée si vous êtes les noirs. Donc on va de 1 à 100, donc ça fait quand même beaucoup de principes, pour un joueur comme moi qui avait l'habitude de jouer. J'ai toujours aimé les échecs avant d'être en club, j'ai commencé tard en plus, j'ai commencé à 14 ans. Mais tu vois, ce qui était marrant, c'est que ce qui m'a beaucoup marqué, c'est le dernier. Devine quel était le dernier conseil, le 101e conseil pour gagner une partie d'échecs. Ok, je le sais pas, là, mais j'ai tellement l'impression que ça va dire de pas écouter du tout ce qui a été dit dans les 100 derniers conseils, là. Ouais, t'es pas loin, t'es pas loin. Le dernier, en fait, c'était ce qui fera la différence entre le joueur débutant et le champion du monde, c'est que le champion du monde saura quand est-ce qu'il faut transcrire une règle au détriment d'une autre. Parce qu'en fait, t'as tellement de principes stratégiques aux échecs que tu peux jamais tout respecter. Et les échecs, c'est un peu l'art du compromis. Et des fois, il faut sacrifier une pièce, mais après, on va voir la structure de pion, puis on va voir l'activité. Des fois, il faut laisser un pion à l'adversaire pour avoir un avantage de développement. Des fois, il va falloir, laisser la colonne ouverte, mais après, on aura plus de pièces en attaque sur le roi. Enfin, c'est toujours des compromis. C'est rare d'avoir le beurre et l'argent du beurre. Et donc, j'ai bien aimé ce truc-là. Après, ça, c'est vraiment des principes stratégiques, puisque la stratégie et la tactique aux échecs, on les différencie. Tu te souviens un petit peu de ce que je te disais pour différencier les deux ou pas entre la stratégie et la tactique? Ça va me prendre un instant à m'en souvenir, mais je vais essayer de m'en rappeler. C'est pas... Je suis vraiment désolé, Guillaume. Je sais que tu as honte de moi en ce moment, là. Mais je sens que ça me revient. Il me semble que c'était la tactique, c'est quand il y a quelque chose à faire, et la stratégie, c'est savoir quoi faire quand il n'y a rien à faire. Ouais, c'est exactement ça. C'est une phrase que j'aime beaucoup. Merci. OK, là, je m'applaudis. Très bien. Ma mémoire très bien, ouais. Défaut avec toutes mes commotions cérébrales que j'ai eues dans ma vie. Je suis vraiment content que ma mémoire ne me fasse pas autant défaut. Bon, ça date un petit peu aussi nos cours, mais il faut dire que ouais, c'est ça, c'est une phrase de Tartakover. Alors peut-être que je me trompe, j'espère pas, parce que ça voudrait dire que j'ai dit beaucoup de bêtises en quelques années. Je crois que c'est bien de Tartakover qui disait que oui, donc la tactique, c'est jouer un coup quand il y a quelque chose à faire. Donc un coup tactique, ça va être la fourchette, le clouage, l'enfilade. Moi, j'aime bien parler de brochette d'ailleurs, je trouve que c'est plus parlant la brochette aux échecs. Et la stratégie, c'est jouer un coup quand il y a rien à faire, donc ça va être d'améliorer petit à petit nos pièces. Et il y a une autre phrase que j'aime beaucoup d'un joueur qui est aussi très connu, qui vient de ton continent en plus, William. C'est Paul Morphy. Je sais pas si ça te parle, Paul Morphy, le génie des échecs. Oui, absolument. C'est un génie. C'est comme le premier génie des échecs là, qu'on connaît, là, qui est né dans les années 1800. Il a été en France pendant éviter la guerre de sécession. Là, il est revenu après parce qu'il avait pas le choix. Puis ça s'est très mal terminé pour Paul Morphy. Là. Il a été célèbre d'ailleurs pour la partie de l'opéra qu'on appelle. Ouais, exactement. Qui était joué à l'Opéra Garnier à Paris. Si je dis pas de bêtises, dans une loge de l'opéra, il regardait une pièce, je sais pas, au théâtre ou juste, un ballet, et puis à côté il joue aux échecs dans sa loge et il a fait une très très belle partie. Hein. Ceux qui connaissent pas cette partie-là, allez la voir. C'est donc entre Paul Morphy avec les blancs contre, ça devait être le duc de quelque chose, duc de Brunswick ou quelque chose comme ça. Vous allez pouvoir savoir c'est quoi leur nom exactement dans l'épisode que j'ai fait sur l'histoire des échecs. J'en parle un petit peu là, de la partie de l'opéra. Là. Mais juste avant, j'ai vérifié, c'est vraiment Tartakower qui a fait cette citation-là. Parfait, j'ai pas passé pour un mauvais prof. Merci William. Ça m'a fait plaisir de valider ton talent de coach.
C'est ça. Et l'autre phrase que j'aime beaucoup, là, je suis sûr que du coup c'est bien de Paul Morphy, j'en parlais, c'est aidez vos pièces, elles vous aideront. Alors c'est une phrase un peu bateau parce que bah oui, c'est logique, si t'aides tes pièces, elles vont t'aider aux échecs, mais ça fait référence un petit peu à la stratégie où en fait si petit à petit tu trouves des meilleures cases pour tes pièces, en fait naturellement des opportunités tactiques vont se présenter sur l'échiquier. Puisque si t'as des pièces qui sont complètement recroquevillées sur le bord de l'échiquier, on contrôle peu de cases, donc en fait on a très peu de chances de petit à petit gagner du matériel et réaliser un coup tactique. Alors que si t'as un beau cavalier en 6e rangée, un cavalier pieuvre, que t'as en plus une belle paire de fous qui est braquée sur le roi adverse, que t'as des tours sur des colonnes ouvertes, même t'as réussi à rentrer sur la 7e rangée, là, peut-être que t'as une idée de la position dans ta tête, William, mais ça me donne vraiment envie, là. J'ai envie de la jouer, cette partie, avec les blancs. Non, c'est sûr. Puis plus vague un peu sur ce sujet-là, c'est quand tu subis une attaque redoutable de ton opposant, du joueur adverse, et après ça, tu dis oh non, ça va vraiment pas bien la partie. Puis là, tu prends le temps d'analyser ton échiquier, et là, tu te rends compte qu'il y a un coup qui vient tout contrer. Là, t'es comme wow, je suis vraiment content d'avoir ce coup-là. Donc, c'est vraiment ça qu'on veut dire là, par aider vos pièces, et elles vous aideront parce que quand tes pièces sont placées sur des cases qu'on peut juger naturelles, là, on parle vraiment de principes fondamentaux, là, il n'y a pas de recette magique à tout ça, mais quand tes cases sont placées sur des belles pièces et que ça fait du sens, tes pièces t'aident. Parce que c'est impossible de tout calculer, là. Encore moins comme moi, là, qui est à 1250 de ILO en rapide sur chess.com, là. Donc, aidez vos pièces et elles vous aideront, là. Moi, j'embarque à 100% là-dedans. Ça fait partie de la chance aux échecs, même si objectivement, il n'y a aucune chance. Mais c'est vrai, hein, moi, ça m'est déjà arrivé qu'en partie, j'ai l'impression que mon adversaire, en fait, il comprend pas forcément la position, mais il finit, en fait, par avoir un coup gagnant, alors qu'il a pas tout calculé. Mais en fait, il partait d'une position avec des pièces tellement bien passées que il y a forcément un gain quelque part, en fait. Et d'ailleurs, on parlait de tactique. Moi, il y a une autre méthode que j'aime bien utiliser. Je sais que t'as eu le grand maître Dorfman dans un épisode. Dorfman, il parle beaucoup du bilan statique, donc c'est un bilan en fait qui est plutôt stratégique. Moi, j'aime bien parler de la méthode du radar tactique. Est-ce que je t'en avais déjà parlé en cours de ce radar tactique ou pas trop? Oui. Est-ce que ça fait référence un peu comme la phrase clé qu'on dit échec, capture et attaque? Ouais, ça ressemble un petit peu à ça. Ça ressemble un petit peu à ça, exactement. Échec, prise, menace, nous on appelle ça en France EPM. Oui, en fait, ça vient pas de moi. Ça vient d'un autre joueur d'échecs qui est bien plus fort que moi pour le coup, qui s'appelle Kevin Terrieux. Et en fait, j'étais tombé sur une vidéo de lui et j'ai vraiment beaucoup apprécié en fait ce radar tactique. En fait, faut imaginer une sorte de radar, tu sais, un peu comme même un sonar, tu sais, des bateaux qui vont qui regardent dans les fonds marins. Et donc ça balaye pour essayer de voir s'il n'y a pas quelque chose, un trésor peut-être, caché au fond de l'océan. Nous, on va essayer de trouver un petit trésor sur l'échiquier. Et ce trésor-là, ça va être une tactique gagnante. Alors comment trouver une tactique gagnante? Parce que dans une partie, par exemple, je sais pas en quelle cadence tu joues, William, mais j'imagine en 10 minutes sur Internet ou 15 minutes. Environ 10 minutes ou 15-10 là, majoritairement du temps, mais j'aimerais vraiment mieux. Je vais vraiment jouer en 15-10 là, éventuellement pour prendre le temps de calculer et pas faire n'importe quoi à la fin pour avoir la chance de progresser dans les fins de partie également. Exact. Bah tu vois, dans ces cadences-là, tu peux pas t'arrêter à tous les coups et te dire bon, là je me pose. Est-ce que il y a vraiment une tactique? Tu passes 3 minutes, puis après tu joues ton coup, puis après tu repasses 3 minutes, puis tu joues ton coup. En fait, tu vas finir par être en manque de temps finalement. Moi, ce que je fais, c'est que je joue des coups assez automatiques, donc sur des cases naturelles. J'essaye de respecter les principes, donc je vais avancer mes pions du centre, je vais sortir mes pièces, je vais roquer rapidement, je vais ramener petit à petit les pièces proches du centre, je vais prendre de l'espace. Et en fait, va y avoir un moment où mon adversaire va jouer un coup un peu douteux, et là, je m'arrête, je me dis, oula Guillaume, il faut que tu te poses parce que là, il vient de faire une bêtise. Mais comment être sûr que ton adversaire fasse une bêtise? En fait, j'utilise le radar tactique et il y a plusieurs points. Le premier point, William, ce sont les pièces non protégées. Donc en fait, dès que ton adversaire joue un coup qui va rendre une pièce non protégée, tu dois vraiment t'arrêter et te dire, est-ce qu'il n'y a pas moyen de la capturer?
Ça veut pas dire que c'est une pièce qui est juste capturable en un coup, c'est-à-dire il a mis son cavalier sur une case où je peux juste le manger avec madame, parce que là, bon, le conseil, il serait un petit peu en carton, là, celui que je vous donne. Mais c'est vraiment une pièce qui est dans leur camp, ou alors qui est peut-être un peu plus avancée dans mon camp, qui paye pas de mine, qui est pas encore attaquable pour l'instant, mais qui n'est pas protégée. Et déjà, une pièce non protégée, c'est vraiment une cible. Tu vois, c'est vraiment la target, là, en rouge, avec les deux le cadran, là, la cible de sniper. Et en fait, tu vas essayer de voir si tu peux pas faire des doubles attaques, une petite fourchette, trucs comme ça. Parce qu'une pièce non protégée, c'est vraiment une cible. En point numéro 2, j'aime bien dire qu'il faut essayer de regarder les mauvaises associations de pièces. Alors, pour toi, c'est quoi une mauvaise association de pièces? Une mauvaise association de pièces, ça pourrait être... on voit souvent ça, exemple, un cavalier là, en C3, il se fait capturer et là, le pion, il ouvre complètement la colonne où il y a le roi qui est roqué. Ou que tactiquement parlant, ils se défendent pas vraiment. On pourrait-tu dire ça comme ça? Ouais, il y a ces deux pièces qui se protègent pas trop, mais qui sont aussi sur la même ligne. Par exemple, si je te dis, pense à une enfilade, tu vas sûrement penser, par exemple, une tour en A1 dans le coin, un roi adverse en A6 et une dame en A8. Donc en fait, on a tout sur la même ligne, et c'est ça qui crée l'enfilade. C'est qu'on a une mauvaise association de pièces. D'ailleurs, en général, on dit qu'on évite les vis-à-vis aux échecs. Si à un moment, je place ma tour en face de ta dame, même s'il y a une ou deux pièces qui sont entre ma tour et ta dame, en général, tu déplaces ta dame, tu te dis bon comme ça, je suis tranquille, il va pas y avoir de problème. Et c'est ça c'est à ça que fait référence en fait. Attends, je vais la refaire. Et c'est à ça que fait référence Kevin Thérieux dans le point numéro 2 du radar tactique sur donc les mauvaises associations de pièces. La mauvaise association de pièces, ça va être deux pièces sur la même colonne, sur la même diagonale ou sur la même rangée. Ça peut même être d'ailleurs deux pièces sur la même couleur de case. Parce que comme le cavalier attaque toujours sur la même couleur de case, petit tips pour les joueurs débutants qui nous écoutent, si vous voulez pas vous prendre de fourchette, vous mettez une pièce sur case blanche et l'autre sur case noire. Alors si vous en avez beaucoup des pièces, c'est vrai que là, ça va être compliqué de trouver des nouvelles couleurs de cases parce qu'il y a que blanc et que noir. Mais par exemple, imaginons que vous jouez une partie rapide, il vous reste plus beaucoup de temps, et vous avez par exemple un roi et une dame et votre adversaire a un cavalier, c'est une sorte de finale. Là, mettre le roi sur case blanche et la dame sur case noire ou inversement, ça vous garantit le fait que vous ne prendrez pas une petite fourchette royale qui sort de nulle part, parce que c'est là on s'est tous pris. C'est rageant quoi, quand t'as passé toute ta partie à essayer de convertir un avantage et tu te prends une petite fourchette à la fin, il y a de quoi être dégoûté. Donc voilà pour le deuxième point du radar tactique. Le troisième, ça va être un peu les idées, un peu les idées farfelues du style la promotion, l'échec double, mais ça c'est pas le plus important. Moi vraiment, j'aime bien parler juste en 1 de la pièce qui est non protégée, en 2 des mauvaises associations de pièces, et en 3 donc il y a les idées farfelues, mais j'aime bien mettre aussi la sécurité du roi. C'est quand même important. Toujours regarder un petit peu la sécurité du roi. S'il est plutôt à découvert, ça va nous permettre plus facilement de faire des tactiques. Là, on parle de tactique. Les échecs, c'est un jeu qui s'apprend environ 20 à 30 minutes à apprendre comment jouer, à apprendre les règlements, à apprendre comment les pièces bougent. Après ça, il reste ta vie pour apprendre et ta vie ne sera pas suffisante pour apprendre les échecs. OK, même avec les grands maîtres, on le voit, là, ils font des erreurs eux autres aussi. Il en reste à apprendre. Une fois que tu as appris à bouger les pièces, comment tu commences à montrer la tactique à tes joueurs? Donc, quelles sont les tactiques? C'est quoi exactement? Pourrais-tu nous les décrire un peu? Ouais, c'est une très très bonne question, William. Alors déjà, ça peut paraître étonnant, mais moi, je n'apprends jamais les règles du jeu en 20-30 minutes. Je les apprends souvent aux enfants en 4-5 heures. Alors là, tu vas te dire, attends, mais lui, c'est un petit génie du marketing. Parce que là, au lieu d'être payé pour 20-30 minutes, il est en train de nous expliquer dans un podcast
qu'en fait, lui, il va te faire payer 5 heures de cours. Mais je vais m'expliquer. Ben, En fait, souvent de déjà... mon point de vue, là, c'est sûr que je comprends que attendre la répétition des 3 coups, c'est pas nécessairement le premier règlement que tu apprends, là. Tu sais, c'est sûr que dans ton premier cours, tu apprends un peu comment les pièces bougent, puis après ça, c'est... Je te comprends, là. Non, je sais que t'es pas un parfait charlatan, là. En fait, il se trouve que j'apprends souvent les pièces plutôt à des enfants. Je l'ai déjà fait plein de fois avec des adultes, mais c'est quand même 90% du temps avec des enfants. Et donc, ces enfants, on peut pas leur apprendre pendant 30 minutes ou 40 minutes d'affilée toutes les règles, comme un peu le manuel que m'avait présenté mon professeur à l'époque. Le manuel que m'avait présenté Édouard à l'époque, c'était plutôt des règles, c'était pas vraiment les déplacements. C'était des règles stratégiques. Moi, les déplacements, je commence vraiment petit à petit. Ce que je fais, c'est que je fais ça sous la forme d'une histoire. Donc si je devais t'apprendre les règles, William, je te dirais qu'en fait, là, je vais te raconter la folle histoire des échecs. Donc tu vois le plateau, je vais te mettre le roi au milieu, et je vais te dire qu'en fait, le roi aux échecs, c'est un roi qui a déjà régné depuis très longtemps. Il est roi depuis des dizaines d'années, un peu comme Louis XIV qui a régné pendant, je crois, plus de 50 ans, tu vois. Donc il a 70 ans, le roi. Et donc il se déplace tout doucement, tu vois. Il se déplace tout doucement, sur toutes les cases qui sont autour de lui. Donc là, les enfants, ils comptent le nombre de cases autour du roi. Donc il y a 8 cases autour du roi. Et en fait, à force de leur poser des petites questions, en fait, ils vont retenir, mais c'est pas moi qui vais expliquer, c'est juste moi qui vais leur poser des questions. Après, je vais mettre le roi dans un angle, et je vais leur dire, est-ce que tu peux l'amener de l'autre côté de l'échiquier? Et tu vas me compter le nombre de pas que va prendre le roi. Donc il y a des enfants qui vont tout de suite comprendre qu'il faut passer par la grande diagonale entre H8 et A1, et d'autres qui vont faire le tour, faire des zigzags. Donc là, il faut essayer de valoriser ce qu'ils font. Ça sert à rien de les casser en disant non mais t'es bête, t'as juste à faire la diagonale. Faut leur dire que voilà, aux échecs, ce qui est bien, c'est que on a plusieurs bonnes réponses. Là ici, c'est pas le chemin le plus rapide, mais finalement, c'est un chemin qui pourrait convenir de faire toute la colonne A, puis toute la première rangée. Ensuite, je vais apprendre à déplacer la tour en expliquant que la tour, c'est une tour de château fort, William. Tu vois, une belle tour de château fort avec des beaux murs. Un château, ça a des murs bien droits. Donc, comme on a des murs bien droits, bien solides, on va se déplacer à la verticale et à l'horizontale avec la tour. Et après ça, je vais leur faire le jeu du labyrinthe. Je sais pas si t'as déjà joué au jeu du labyrinthe. En France, on a beaucoup ça. Non, ça me dit rien, malheureusement. Ça te dit rien. Alors, je vais essayer de l'expliquer sans forcément le montrer à l'image. En fait, il faut que tu t'imagines plein de petits pions sur un échiquier, ok? Mais quand je dis plein, c'est par exemple 20 pions. Sur les 64 cases, t'as 20 pions. Ils sont faits d'une certaine manière où la tour peut passer petit à petit. Donc c'est moi qui ai créé l'exercice. Et je mets le roi de l'autre côté de l'échiquier. Donc il y a la tour et il y a le roi. Et je dis aux enfants, il faut que vous fassiez un chemin avec la tour, tout en respectant les déplacements de la tour. Donc bien à l'horizontale et à la verticale. Et on choisit le nombre de cases. Et la tour doit rejoindre le roi. Et donc eux, en fait, ils apprennent en jouant à déplacer leur tour, parce qu'ils vont en fait tracer sur l'écran le chemin. C'est fait aussi exprès, ça c'est un truc qui me tient vraiment à cœur, qu'il y ait plusieurs chemins possibles. Donc en fait, il y a plusieurs enfants qui ont la bonne réponse, et il n'y a pas vraiment qu'une seule bonne réponse. Parce que j'ai trop souvent des enfants qui sont déjà allés à l'école depuis plusieurs années, qui ont peut-être un petit peu moins confiance en eux parce qu'ils sont un peu moins doués que les autres pour l'instant à l'école, et ils osent pas trop, et le fait de sentir qu'en fait ils proposent autre chose que les copains, mais ils ont quand même la bonne réponse, ça les met petit à petit en confiance. Donc je fais pareil pour le fou. Je dis que le fou, comme lui, il est un petit peu fou, tu vois. Il est un peu malade. Il se déplace pas droit. Lui, il va en diagonale, il va en zigzag. Donc eux sont très contents, ça les fait beaucoup rire souvent de voir un fou qui est un petit peu un petit peu loufoque. Ils vont encore une fois faire le jeu du labyrinthe avec le fou qui doit rejoindre le roi adverse et qui va se déplacer en diagonale petit à petit. Et une fois qu'ils ont appris le roi, la tour et le fou, ça fait déjà 20-30 minutes, ils ont appris que 3 pièces, mais ils ont déjà beaucoup joué. Ils ont pas l'impression d'avoir eu un cours magistral, tu vois, où j'explique, comme je peux avoir à l'université. Après, évidemment, là, ça se prête bien, le format. On peut pas tout passer par le jeu, mais comme dans jeu d'échecs, il y a jeu, j'essaye de plutôt parler du jeu que des échecs. Je comprends. J'aimerais ça faire une parenthèse.
on a une personnalité au Québec qui s'appelle Pierre Lavoie, qui à chaque année fait le défi Pierre Lavoie. Pierre Lavoie, c'est un cycliste. Et dans le fond, ce défi-là, c'est une grande distance pour ramasser des fonds là, pour une cause. Pour une cause, je pense que c'est le cancer, parce que je pense qu'il y a un enfant un de ses enfants qui est mort du cancer. Donc depuis ce temps-là, il a décidé de faire des courses. Le défi Pierre Lavoie, c'est une course, tu t'inscris, tu fais une distance. Bref, ce qu'il a apporté en entrevue, là, c'est que faudrait ramener le plaisir en premier lieu. Et il a expliqué ça de cette façon-là. Aux États-Unis, ils sont fiers, ils sont vraiment fiers. On parle des Jeux olympiques, là, ils ont rapporté plein de médailles d'or, on sont fiers d'eux autres, mais c'est le pays le moins en santé de la Terre. Là. Le taux d'obésité est incroyable aux États-Unis. Donc, pourquoi faudrait absolument mettre les performances en premier plan alors que simplement l'enfant, il veut avoir du plaisir, il veut jouer et faire grandir les échecs, faut rendre ça plaisant. Pour faire grandir les échecs, là, c'est encore plus bénéfique pour le plus grand bien des échecs des enfants qui ont du plaisir qu'un enfant surdoué. Parce que oui, l'enfant surdoué, mais la personne surdouée ou il est champion, c'est impressionnant, c'est vraiment cool, mais le plaisir, c'est contagieux. La performance la performance est pas contagieuse. Le plaisir est contagieux. Et si t'as plein de monde qui ont du plaisir, qui pratiquent une activité, pas nécessairement les échecs, là, mais une activité X, ben ils vont attirer d'autres personnes vers cette activité-là parce que c'est plaisant. Alors que si t'inclus un groupe qui pratique une activité X et qui sont super performants, ben le monde va rester spectateur à ça. Ils vont voir comme ils sont bons, mais j'ai pas envie d'être là parce que j'aurais pas de l'air bon, je vais avoir l'air fou. Alors c'est vraiment là ramener le plaisir en premier plan. C'est vraiment un objectif qu'il faut. Et d'ailleurs, William, toi qui es parent, est-ce que tu penses pas que c'est justement certains parents qui mettent la performance au-delà du plaisir pour la pratique du sport de leur enfant? À long terme, là, je pense que oui, il faut savoir pousser ses enfants, OK? Parce que le souhait de chaque parent devrait être que ton enfant devrait être meilleur que toi que t'es. OK? Mais de là à le pousser constamment, à être dans ses talons constamment et de le pousser en dehors de ses limites, en dehors de ses capacités, parce que les limites de l'enfant changent à chaque jour. Il y a des jours qu'il veut rien savoir de ça. Mais il y a des journées que, là, il en mangerait toute la journée de cette activité-là. Et pousser ses enfants au-delà des limites ne peut qu'apporter des problèmes psychologiques, de l'anxiété de performance, une haine de cette activité-là. Dans ce cas-là, les échecs. Moi, je joue avec ma plus grande fille aux échecs et c'est pas des parties qu'on fait, là. Tu sais, là, elle a 4 ans présentement et ce qu'on fait, c'est qu'on fait juste sortir l'échiquier, elle les place aux bonnes pièces. Et après ça, ben elle fait juste jouer avec les pièces parce que c'est ça qu'elle a envie de faire. Puis c'est comme ça que j'ai introduit les échecs. C'est sûr que j'essaie d'introduire des concepts de plus en plus complexes pour une enfant de 4 ans, on s'entend. Mais je fais ça dans le plaisir. Puis moi, j'ai du plaisir, je passe du temps avec mes enfants, c'est ça l'objectif. Ouais, je comprends tout à fait. Et puis... oui, comme t'as dit, il faut que ce soit progressif. On peut pas apprendre tout d'un seul coup, et c'est ce que je voulais montrer en fait dans mon petit exemple avec le roi, la tour et le fou. Je continuerai juste pour te dire qu'après, en fait, ce que je fais, c'est que je les fais directement jouer ensemble ou jouer contre. Tout dépend comment on voit comment on voit la chose. Si on voit ça de manière loisir ou performance, on en parlait justement. Mais ils jouent avec une position en fait que j'appelle la position du petit château, où ils ont juste roi, 2 tours et 2 fous. Et mine de rien, le jeu d'échecs c'est tellement complexe que même si on met juste 3 pièces différentes, il y a déjà des milliers de possibilités, si ce n'est des millions. Donc eux ont largement de quoi faire. Nous, c'est vrai qu'on s'ennuierait un petit peu en tant qu'adultes qui ont l'habitude aussi de jouer aux échecs. Mais les enfants, ils viennent de découvrir, donc en fait, ils ont pas besoin de plus en fait. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on voit aussi avec des enfants. C'est ça qui est beau aussi. Comment dire, l'émerveillement que peut avoir un enfant pour un objet plutôt banal. Nous, des fois, en tant qu'adultes, on va voir des enfants qui jouent avec des cailloux et je sais pas, et un petit bout de ballon.
On va se dire mais qu'est-ce qu'ils font? Et en fait ils peuvent passer une après-midi à jouer à ça parce qu'ils ont l'imagination. Là c'est pareil en fait. Moi mon but c'est de créer un intérêt et juste avec quelques pièces, je vois des enfants qui ont de l'intérêt pour le jeu, pour ce jeu, et d'autres qui sont pas forcément faits pour. Et même aussi je vois les petits génies qui comprennent très très vite. D'ailleurs récemment il y a à peu près 6 mois, tu vois, quand toi tu étais en train de faire le tournoi des candidats avec les grands génies. Oui, je me sentais pas parmi les miens du tout là quand j'ai interviewé ces gens-là. Là. Toi t'étais avec les grands génies, moi j'étais avec mon petit génie parce que c'est un enfant il est toujours d'ailleurs très compétent, enfin très intuitif pour le jeu d'échecs. Et il se trouve que ce petit garçon, je l'ai pas coaché pendant des années en fait, et je vais pas le coacher pendant des années parce que moi mon but c'est de créer l'intérêt, de mettre en confiance l'enfant, pas trop parce que sinon les parents vont penser que c'est le prochain Firouzja, le prochain Magnus, mais assez pour qu'il ait la confiance nécessaire pour franchir la porte d'un club d'échecs, pour s'inscrire en cours collectif en présentiel cette fois-ci avec des enfants qu'il ne connaît pas et développer de l'intérêt, jouer en compétition. Et en fait, il y en a pour tout le monde. C'est ça que j'aime bien, c'est que il y a des profs, il y en a beaucoup d'ailleurs qui veulent vraiment coacher des joueurs qui sont forts. Et moi, je prends beaucoup de plaisir à coacher des enfants qui sont moins bons, qui ont un véritable attrait pour le jeu, un intérêt pour jouer, mais qui viennent en cours pour voir les copains, pour voir Guillaume, qui sont contents de me montrer qu'ils ont gagné 50 points Elo en quelques mois ou alors 100 points Elo en quelques mois. Mais aussi, il faut se dire que forcément, c'est proportionnel au travail et proportionnel au temps passé. C'est-à-dire que ce sont des enfants qui font 1 heure d'échecs par semaine. En faisant 1 heure d'échecs par semaine ou 2 par exemple, tu vas pas prendre 500 points Elo, c'est pas possible en fait. Non, effectivement, entièrement d'accord. Le travail est proportionnel à ton progrès. La quantité de travail que tu fais va être proportionnelle à ton progrès et même pas nécessairement parce que généralement, quand tu apprends des nouveaux concepts aux échecs, le mettre en pratique, c'est difficile parce que tu le comprends pas nécessairement à 100%. Donc, si tu comprends pas à 100% ce concept-là, le joueur adverse va trouver des failles dans ce concept-là parce que tu ne l'auras pas bien appliqué à 100%. Et donc, tu vas perdre des parties parce que tu as essayé d'introduire un nouveau concept dans tes parties et tu l'as mal appliqué et ça va se convertir en perte de points Elo. Mais plus que tu vas travailler ce nouveau concept-là, mais plus que tu vas bien l'intégrer dans tes parties. Et là, ensuite, le gain Elo va suivre. Donc, c'est vraiment là une maîtresse dangereuse, les échecs. Là. C'est une maîtresse qui est pas très gentille, là, les échecs, mais faut que tu travailles fort, ça reste la clé. Ah oui, après, on n'est pas obligé non plus de toujours chercher, comme tu disais, la performance. Là, tu faisais le parallèle avec les États-Unis, avec la santé. C'est vrai que aux États-Unis, c'est plus le sport business que le sport santé, dans le sens où il y a des sommes astronomiques qui sont gagnées par des sportifs et ils rapportent aussi à hauteur qu'ils sont payés, hein. Là n'est pas la question, mais je veux dire par là que quand tu es sportif de haut niveau, tu fais pas ça pour la santé, c'est ton métier. En plus, il y a aussi pas mal de dopage, donc il faut aussi se dire que on peut pratiquer d'une autre manière que chercher à fond la performance. Pour le sport, ça va être par exemple de faire du sport tous les jours ou tous les 2 jours, par exemple pendant 30 minutes. Pas forcément une activité physique intense, ça peut être marcher une demi-heure, ça peut être, faire 15-20 minutes de vélo pour aller au travail et pour rentrer. Et ça permet de tenir son corps en forme, même s'il faut aussi des activités intenses de temps en temps. Mais aux échecs, ça peut être aussi pareil. On peut faire la méthode Woodpecker tous les 2 jours, faire 20 minutes sur un exercice pour s'échauffer le cerveau, un esprit sain dans un corps sain, finalement. C'est une phrase qu'on aime beaucoup. En Europe, je sais pas si c'est pareil en Canada et aux États-Unis. Mais tout ça pour dire que je pense qu'aux échecs, le fait qu'il y ait un classement Elo, peu importe le niveau, on a l'impression d'être en compétition. Alors que quand on va courir pour faire son jogging, moi je ressens pas la compétition par rapport aux autres personnes qui font leur jogging sur les bords de la rivière qui est à côté de chez moi. Alors qu'aux échecs, dès que tu joues sur internet, tu as un classement et c'est humain, t'as envie de l'améliorer. Et des fois, ça m'arrive de discuter avec d'autres joueurs d'échecs
qui n'arrivent pas forcément à faire la part des choses et qui peuvent être très frustrés par le fait que l'élo stagne. Alors c'est important de progresser, d'être une meilleure personne, même d'avoir un enfant qui est meilleur que soi. Tu en parlais juste avant. Moi j'ai pas d'enfant donc je me sens pas très concerné, mais je vois ce que tu veux dire par là. Mais pour autant, on n'est pas obligé d'aller chercher non plus la performance dans tous les domaines. Et il y a aussi des personnes qui sont douées pour d'autres choses. Donc moi je suis content d'avoir des enfants qui jouent aux échecs, qui sont pas doués pour les échecs, mais qui vont prendre confiance parce qu'ils vont faire une activité avec d'autres enfants. Et peut-être que cette confiance-là va leur permettre d'être doués dans un domaine où ils sont naturellement doués de manière innée, tu vois. Donc c'est un peu, je sais pas, c'est des bénéfices un peu collatéraux. Je sais pas comment on pourrait expliquer ça, mais je pense que oui, en fait, des coachs vont chercher la performance, d'autres vont chercher le plaisir. Moi, j'essaye d'être un petit peu à la frontière entre les deux. Et dès qu'un enfant bascule de l'autre côté de la barrière, je sais très facilement, parce que je travaille pour le club de Nantes et puis je connais aussi d'autres coachs qui sont très compétents là-dedans. Je sais les orienter vers des coachs plus axés compétition finalement. Ben, c'est le principe de l'offre et la demande. Faut que tu offres ce que ton client te demande. Bon, économiquement parlant, le principe de l'offre et la demande, c'est pas ça du tout, là. Mais faut que tu offres à ton élève ce qu'il veut. Est-ce qu'il veut passer du bon temps? Est-ce qu'il veut s'améliorer? Est-ce qu'il veut s'améliorer un peu? Parce qu'il n'y a pas de mauvaise réponse aux échecs. C'est pas tout le monde qui peut devenir grand maître. Moi, je vais avoir 31 ans bientôt. Je sais que mes chances de devenir grand maître frôlent le sous-zéro. Donc, et même devenir maître et avoir un classement. Ce que je recherche, c'est le surpassement de soi, dans le fond. C'est ça que je veux me surpasser, mais je veux pas surpasser les autres. Forcer, un vient avec l'autre, avec la force des choses, mais ce que je veux surpasser, principalement, c'est moi. Donc, est-ce qu'on dit que tel cote ILO, c'est bon? Pour moi, c'est pas pertinent du tout à savoir tel cote telle cote, t'es un tel joueur, telle cote représente, oui, ça c'est une bonne cote, mais c'est pas ça du tout. Je veux me surpasser moi au rythme que je peux. J'ai un travail à temps plein, j'ai des enfants, j'ai une famille, j'ai une vie à l'extérieur du podcast, mais même si les échecs restent une passion, la progression va aux efforts que je mets et des fois les efforts que je mets sont moindres parce que j'ai moins de temps, mais c'est vraiment le surpassement personnel que je recherche. Et le ILO, je trouve ça bon parce que c'est une valeur qui est claire et objective sur les performances que j'offre dans les compétitions, dans le fond. Mais faut vraiment aussi y aller en fonction de ce que le client demande. Donc, ouais, c'est exact. C'est exact, William. Après, le Hello te permet d'avoir une bonne métrique, mais d'un autre côté, est-ce que t'es un bon joueur ou pas? C'est hyper relatif en fait. Tout dépend de à qui tu t'adresses. Je me souviens par exemple, j'avais vu sur Instagram une vidéo de quelqu'un qui parlait de la course à pied et qui parlait du temps au marathon. Il se trouve que moi j'aime beaucoup la course à pied et j'avais fait mon marathon, je sais plus, 1 an avant, quelque chose comme ça. J'étais plutôt fier de mon temps et lui il cassait complètement tous ceux qui avaient fait un temps qui était proche du mien en disant que si tu cours à cette vitesse-là, tu ne cours pas en fait, tu marches. Enfin, c'est ce qu'il faisait sous-entendre. Et les gens dans les commentaires, et même je crois que celui qui interviewait cette personne-là, lui a fait remarquer que les Kenyans qui le font en 2h03, 2h05, 2h10, quand eux, ils voient le gars qui le fait en 3 heures, ils se disent mais le mec marche ou il trottine peut-être, tu vois. Donc en fait, tout est relatif en fonction de qui voit ta performance. C'est sûr, si on regarde toujours plus haut, on va tout le temps se trouver pas bon, hein. Le concept est assez clair. Donc voilà, après, les gens peut-être peuvent penser que je cherche pas du tout la performance, c'est pas ça. Moi, je cherche la performance d'ailleurs dans d'autres domaines de la vie. Je pense que c'est important de se challenger, mais le fait de toujours regarder à côté, ça peut être un petit peu anxiogène et c'est vrai que maintenant, avec les réseaux sociaux, forcément la mondialisation et tout, on a beaucoup plus d'accès aux performances des autres, on peut beaucoup plus facilement se comparer. Et ce qui est pour moi une tendance humaine, et ça depuis la nuit des temps, ça reste quand même en fait plutôt malsain en fait de vouloir tout le temps regarder ce que font les autres. Donc si vous aimez la performance, faites-le, allez-y à fond,
mais gardez en tête que il faut surtout apprécier le parcours plutôt que la destination. Parce que si vous voulez être 2000 élos, en fait, il faut pas se priver jusqu'à devenir 2000 élos. Il faut plutôt se dire qu'en fait, tout le chemin pour aller à 2000 élos, il va être passionnant parce qu'on va rencontrer différents coachs, on va regarder différentes vidéos, on va prendre du plaisir à appliquer ce qu'on a appris. Et puis, à la fin, quand on a 2000 élos, on va être content pendant 2 semaines. Et puis, l'être humain est comme ça. Et au bout de 2-3 semaines, quand tu auras 2000 élos, tu seras habitué à ça. Tu auras moins de dopamine, parce que c'est ces circuits dopaminergiques. Et tu te diras, au final, c'est pas si fou. Est-ce que j'irai pas chercher 2100, 2200, 2300? Effectivement. On a parlé des tactiques. On a parlé du radar tactique. J'aimerais ça qu'on revienne encore aux principes fondamentaux. Quand on dit les tactiques, quelles sont les tactiques possibles, courantes, qu'on voit sur un échiquier? Exact. Ouais, c'est vrai que tu m'as posé cette question-là et que j'aime tellement parler avec toi, William, qu'à chaque fois, je divague, je pars à gauche, à droite. Non, je te parlais pendant des heures. Les tactiques fondamentales, après avoir parlé donc des différents déplacements de pièces, ça va être la fourchette, le clouage, l'enfilade ou la brochette. Les enfants comprennent mieux le mot brochette parce que ça leur fait penser au barbecue. Il va y avoir l'échec double, l'attaque à la découverte, l'échec à la découverte, la déviation, la traction, le coup intermédiaire. J'en oublie sûrement des évidentes, mais j'essaye de le faire là sur le coup. J'ai pas ma liste qui était préparée. Mais oui, c'est ça en fait. Il y a une dizaine de tactiques à peu près à connaître. Mais déjà, en fait, c'est des tactiques qu'on voit tellement en partie que tu peux avoir vu la fourchette une première fois, puis après l'enfilade, puis le clouage, tout ça. Tu fais un premier tour des 15 tactiques. Et après, tu peux repartir à la fourchette et puis passer le niveau 2 avec des exercices plus compliqués et puis continuer. Et même les grands maîtres font toujours des exercices tactiques et dans leurs exercices tactiques, à la fin, il y a toujours une fourchette ou un clouage. Donc, tu peux les décrire un peu, ces concepts tactiques-là. Là, je le sais qu'il y en a beaucoup en format audio, là, puis même en format vidéo, on n'a pas d'échiquier pour les montrer, mais les expliquer grossièrement là, pour savoir qu'est-ce que le joueur plus débutant a à comprendre de ces tactiques-là. Oui, bien sûr. Alors, la fourchette, c'est le fait d'attaquer avec une seule pièce, 2 pièces ou plus de l'adversaire. Donc comme une fourchette dans la vraie vie où on va piquer plusieurs aliments, ici avec une pièce, on va piquer plusieurs pièces de l'adversaire. Ensuite, on a le clouage. Le clouage, ça va être le fait d'empêcher une pièce adverse de bouger, sous peine d'exposer une pièce de plus forte valeur. Donc par exemple, un fou qui est sur la même diagonale du cavalier, de l'adversaire, et puis après d'une dame, si le cavalier bouge, le fou attaquerait et mangerait la dame. Donc ici, avec l'adversaire, on n'a pas intérêt en fait de bouger sa pièce, sinon il perd une pièce de plus forte valeur. Il y a 2 types de clouage. Il y a le clouage relatif, donc c'est celui que j'ai énoncé, où on a le droit de bouger la pièce, mais si on la bouge, on va perdre une pièce plus forte. Et il y a le clouage absolu, où là on n'a absolument pas le droit de bouger, puisqu'en fait derrière, la pièce qui est plus forte c'est le roi. Et donc en fait si on bouge la pièce qui est clouée, donc il faut imaginer un marteau avec un clou, et comme si tu accrochais un tableau, et en fait ici la pièce ne peut pas bouger, puisque si elle bouge, le roi serait mis en échec, et aux échecs on n'a pas le droit de se mettre volontairement en situation d'échec au roi. Après on va voir l'enfilade ou la brochette. La brochette c'est le fait d'avoir plusieurs pièces sur une même diagonale, une même rangée ou une même colonne. Et donc là c'est l'exemple que j'avais pris il y a quelques minutes, avec la tour en A1, le roi en A6 adverse, et la dame en A8. Donc en fait j'appelle ça la brochette, parce que c'est comme si tu mets un pic à brochette et tu places plusieurs pièces sur ton pic à brochette et tu fais ton petit barbecue avec les pièces de l'adversaire. Ensuite, on a l'échec double ou le double échec, c'est la même chose. Et donc là, en fait, c'est comment faire échec avec 2 pièces en même temps. C'est quand tu as une pièce qui est possiblement en capacité de faire échec au roi. Seulement une de tes propres pièces obstrue l'attaque contre le roi. Et une fois que tu bouges la pièce qui obstrue l'attaque contre le roi, tout en faisant un échec, tu fais un double échec. Échec avec la pièce qui était derrière et qui était censée attaquer le roi, et échec avec la pièce qui vient de bouger et qui attaque maintenant le roi. Et ça fait un double échec, c'est la tactique la plus forte aux échecs, puisque le double échec empêche de nombreuses
ça empêche de nombreux. Le double échec empêche l'adversaire d'utiliser plusieurs techniques de défense. En effet, il y a 3 techniques pour se défendre face à un échec au roi. La première, c'est la prise. Donc c'est la prise de la pièce qui nous attaque. Sauf que là, comme tu as 2 pièces qui t'attaquent, tu ne peux pas attaquer, tu peux pas prendre 2 pièces en même temps. Aux échecs, on joue un coup, puis après c'est à l'adversaire, puis après on rejoue un coup. Donc on peut pas prendre 2 pièces en même temps. De plus, la deuxième technique pour se défendre face à un échec au roi, ça va être l'interception. Et là, tu peux pas intercepter 2 échecs. Tu peux pas te placer en face de 2 attaques qui sont sur 2 lignes différentes. Enfin, ça va être la fuite, la troisième technique de défense face à un échec au roi. Et la fuite du roi, là, elle est possible dans certains cas. Et quand c'est pas le cas, c'est échec et mat. OK. Est-ce qu'il y a d'autres concepts tactiques qui existent? Je t'ai parlé aussi de l'échec à la découverte. C'est à peu près le même cas que l'attaque, que le double échec ou l'échec double, puisqu'on a donc une pièce qui est derrière, par exemple une tour, une pièce qui obstrue l'attaque de la tour sur le roi, pardon. Et une fois que le cavalier va bouger, la tour va faire échec au roi. Et on peut imaginer que le cavalier, en se déplaçant, cette fois-ci n'a pas fait un échec, puisque là ça fera un échec double. Mais là peut-être que le cavalier il a attaqué la dame. Et dans ce cas, le roi va être dans l'obligation de bouger puisqu'il est échec. Et la dame ne pourra pas bouger et donc va être en prise au coup suivant. Donc l'échec à la découverte, ça joue aussi sur le fait que aux échecs, on ne peut jouer qu'un coup à la fois. Et donc si on a 2 pièces qui sont attaquées et qu'il faut choisir entre le roi et une autre pièce, on va toujours choisir le roi de manière à ce que la partie ne s'arrête pas, évidemment. On va avoir aussi donc l'attraction. C'est le fait d'attirer une pièce sur une case qui nous intéresse. Donc par exemple, si tu rêves de faire un baiser de la mort sur la case, H7, mais que en allant en H7, tu fais pas encore échec au roi, tu vas peut-être placer une tour, en H8 et tu vas essayer d'attirer. En fait, c'est un sacrifice. Tu vas attirer comme un aimant à toi le roi, de manière après à pouvoir le mater. Ça peut être le cas aussi pour une autre pièce. Une tactique hyper courante que j'ai pas détaillée, c'est l'élimination du défenseur. Donc si 2 pièces se défendent, c'est plutôt si une pièce défend une autre et que l'autre pièce on essaye de la capturer, on va d'abord éliminer le défenseur pour après capturer la pièce qui était défendue et qui maintenant ne l'est plus. Une variante de l'élimination du défenseur peut être par exemple la déviation du défenseur. Donc on va l'attirer un petit peu, on va lui offrir un petit cadeau un petit peu, on va lui dire hop là viens par là toi. Et puis si ton adversaire tombe dans le panneau et récupère l'offrande, toi tu vas récupérer la pièce de plus forte valeur qui elle maintenant n'est plus défendue. Est-ce qu'on peut utiliser plusieurs concepts tactiques à l'intérieur d'une seule tactique? Est-ce qu'on peut utiliser plusieurs concepts tactiques, exemple, sur le même coup ou sur la même séquence de coups? Ouais, sur la même séquence de coups, c'est tout à fait possible. Par exemple, je peux faire un sacrifice d'attraction pour après pouvoir faire une fourchette. Je peux dévier un défenseur pour après faire un clouage ou alors une enfilade plutôt. Parce que peut-être que le défenseur, c'était pas un défenseur d'une pièce, mais un défenseur d'une case. Et comme je voulais absolument faire une enfilade sur cette case-là, par exemple l'exemple de la tour en A1, le roi en A6 et la dame en A8, s'il y a une pièce qui défend la case A1, je peux pas venir avec ma tour en A1, alors que j'en rêve. Je me dis, mais si j'arrive à mettre cette tour en A1, c'est sûr je vais gagner du matériel. Et en fait, si cette case est défendue par un cavalier, je vais attirer le cavalier, je vais le dévier, ou alors peut-être que je vais l'éliminer. Et donc j'élimine le défenseur, je dévie le défenseur, ou alors j'attire le défenseur de la case A1 pour permettre à ma tour d'ensuite réaliser une enfilade. Donc en fait, tout ça, c'est des notions qui sont finalement plutôt simples. Mais après, évidemment, comme tu le dis, si on combine plusieurs tactiques d'affilée, on complexifie énormément le calcul et la réalisation de cette tactique. La question qui tue Guillaume. Une fois que tu commences à maîtriser ces concepts tactiques-là, comment que tu passes de la connaissance à les appliquer en partie dans une de tes parties à toi? Ça va être la répétition en général. Ça va être répéter. Ça va être aussi donc essayer de se poser, d'appliquer la méthode du radar tactique ou une autre méthode évidemment.
Je veux pas que tout le monde fasse exactement ce que dit le prof Guillaume. Je suis pas une idole, mais s'il y en a qui veulent tester ça, il y a des élèves qui ont bien réussi, qui ont eu des bons résultats avec ça, d'autres qui ont préféré choisir une autre méthode. Mais en tout cas, oui, le fait de faire ce radar tactique, bah ça permet en fait d'appliquer plus facilement des tactiques qu'on a vues en exercice. Parce que une remarque qui est très souvent rapportée par mes élèves, surtout les débutants, c'est bah Guillaume, tu nous apprends pas mal de tactiques, mais moi en fait quand je suis en partie, je joue ma partie. Et quand j'analyse la partie, tu sais, sur chess.com, tu peux avoir je sais pas qui analyse, mais il y a des petits avatars qui te disent c'est bien ou c'est pas bien. On est tous à la course du 2 points d'exclamation en bleu, là. C'est ça, exactement. Et en fait, il se trouve que t'as souvent, malheureusement, plus de croix qui signifient gain manqué que de points d'exclamation. On a tous ce problème-là. Et donc ces gains manqués-là, en fait, bah, si on fait le radar tactique, en général, on les diminue. Donc oui, c'est pas tout de les connaître, de les appliquer en exercice. Il faut essayer de les jouer en partie. Et c'est ça qui est très dur, c'est qu'en fait, vraiment, pour le coup, si dans chaque partie d'échecs que vous jouez, vous avez une petite lumière qui scintille au moment où il y a une opportunité tactique, vous gagnez beaucoup plus de parties, parce que ça veut dire que vous vous concentrez au moment où il faut se concentrer. Mais malheureusement, bah il y a plein de fois où bah on loupe une opportunité parce qu'on est persuadé d'être complètement perdant. On est en train de râler contre le téléphone en se disant oh j'aurais pas dû jouer cette partie à 1h du matin et je vais encore perdre, alors qu'il y avait un coup qui permettait de se défendre. D'ailleurs, je vais te raconter une petite anecdote. J'avais joué une partie il y a 5 ans à peu près. La partie passe pas très bien et puis on finit dans une finale de pion qui est perdante. Moi j'ai joué déjà depuis 1 heure, 2 heures, je sais plus, enfin ça fait vraiment plusieurs heures que je joue et je me dis oh là là mais j'ai loupé une position Guillaume, mais j'ai loupé une position. Et dans la finale de pion, je finis par la perdre. Et je l'ai perdu sans trop réfléchir. J'ai joué les derniers coups, les 3-4 derniers coups, un peu en disant bon bah c'est bon, son roi est trop actif, il va récupérer mes pions et c'est fini. Je signe la feuille de partie, et là tous les joueurs de mon club viennent me voir en disant non mais Guillaume, t'as loupé ça. Et je me dis mais non mais les gars, j'ai rien loupé. J'ai mon roi qui était pas du tout actif. Il rentre avec son roi, il capture tous mes pions et c'est fini. Il me dit mais si regarde, tu fais ça, et tu mets ton roi dans le coin, et après, si le roi mange ton pion, tu épates. Et je me dis, attends. C'est tellement frustrant, là. J'ai loupé ça. Et en plus, c'était pas si compliqué. Ok, il fallait anticiper plusieurs coups d'affilée. Mais en fait, dans ma tête, je raisonnais déjà comme quelqu'un qui avait perdu. J'étais déjà en train de penser et de me faire le film de toute la partie, alors que la partie n'était pas finie. Donc, s'il y avait une petite lumière qui s'était scintillée en mode, ah, maintenant, Guillaume, faut réfléchir, je l'aurais trouvé le patte. Mais j'étais persuadé qu'il y avait aucun moyen de s'en sortir. Tu vois? Donc c'est pour ça que je vous dis que si on avait une petite lumière qui pouvait nous indiquer quand est-ce que, je vous incite pas à tricher, évidemment. C'est pas du tout, c'est juste une image, la petite lumière qui scintille, mais si on pouvait avoir cette aide-là, ce serait quand même, vraiment game changer. Avant d'aller sur les mots de la fin, Guillaume, j'aimerais ça prendre une courte pause parce que j'ai pas eu la chance de parler de ça pendant l'introduction. J'aimerais ça parler d'une collaboration que j'ai avec une de mes amies qui s'appelle Nella. Cette collaboration-là, dans le fond, a pour but de promouvoir les échecs parce que c'est ça le but de mon podcast et c'est ça le but de son projet à elle. Elle a une page Facebook. Ça s'appelle Chess Échecs Montréal. C'est sûr que ça s'adresse pas à tous les auditeurs, ça s'adresse pas à tout le monde parce que c'est très géolocalisé là pour les Montréal et les environs. Mais dans le fond, ce groupe-là a pour but de promouvoir tous les événements échiquiens là, dans la région de Montréal et même plus. Et cette collaboration-là, dans le fond, moi, j'y apporte de la visibilité, elle m'apporte la visibilité de son côté aussi. Je reçois là, aucun argent de sa part. Je reçois absolument rien de sa part et je donne pas d'argent non plus. On collabore ensemble. Mais Échecs Montréal, Chess Échecs Montréal, il y a un groupe Facebook de discussion où il y a du débutant jusqu'au grand maître. Vous pouvez parler de vos événements, vous pouvez parler
de vos parties. Vous pouvez poser des questions d'ordre général sur les échecs. Allez-y sur cette page-là. On a beaucoup de personnes également qui viennent de France et qui disent « Ah, je suis en voyage à Montréal, est-ce qu'il y a des événements d'échecs auxquels je peux assister? » Oui, allez-y sur la page Chess Échecs Montréal. Je vous la recommande là, fortement. Ben, je te confirme, là, j'étais en même temps que tu me parlais de ça, j'étais sur le téléphone en train de regarder cette page et c'est vraiment top, donc allez-y, foncez. Sinon, Guillaume, ça fait pratiquement près d'1h10 qu'on parle. Est-ce qu'il y a quelque chose, avant de terminer, que tu aimerais approfondir ou un mot de la fin? Non, c'est pas vraiment de mots de la fin. Je te remercie de m'avoir encore une fois invité sur ce podcast. S'il y en a qui souhaitent progresser aux échecs, on va mettre le lien s'il y en a qui souhaitent progresser aux échecs, on va mettre le lien donc de la méthode Woodpecker sur Lichess pour essayer de tester tout ça, essayer de vous faire un petit challenge. Et puis s'il y en a qui veulent découvrir les règles et qui veulent perfectionner leur jeu, surtout pour les enfants, je fais ça pour les adultes mais surtout pour les enfants, vous aurez sûrement le lien de mon site en description avec mon contact. Et voilà, j'ai lancé ça en septembre. Il y a déjà une trentaine d'enfants qui sont très contents de mon école en ligne, de ce que je propose. Et le plus important pour moi, c'est vraiment les retours clients. Pour l'instant, j'ai pas une énorme école, mais pour l'instant, tous les retours sont positifs. J'accumule petit à petit les retours. Là, j'en suis à plus de 200 reviews 5 étoiles. Et donc, si vous connaissez quelqu'un qui serait intéressé ou que vous-même vous êtes intéressé, n'hésitez pas à faire un tour. On fera un petit cours d'essai gratuit pour voir si ça vous plaît. On va mettre le lien de l'école en commentaire, mais je pense qu'on a fait un fail monumental. Est-ce que tu as nommé ton école, Guillaume? Pour l'instant, je suis pas très inspiré. Je suis pas quelqu'un de très créatif, donc j'ai appelé école en ligne Guillaume Robin. mais il faut trouver un nom. Si vous avez une idée de nom, dites-le nous en commentaire sur YouTube ou alors par mail. Moi, je suis ouvert à toutes les remarques et j'espère qu'on trouvera un beau petit nom. Je vous remercie énormément à tous les auditeurs et auditrices de l'Intermédiaire Podcast d'échecs. Si vous avez des commentaires, questions, suggestions, vous avez quelque chose de vraiment intéressant que vous voulez apporter en entrevue, ne vous gênez surtout pas. Contactez-moi via ma page Facebook, l'Intermédiaire Podcast d'échecs, via ma page Instagram, l'Intermédiaire Podcast, via mon courriel qui est l'intermédiairepodcast@gmail.com. N'hésitez surtout pas, je réponds à tous mes courriels, je réponds à tous mes messages. Pour la 2e saison de l'Intermédiaire Podcast d'échecs, je vais essayer de rehausser ma présence là de façon monumentale sur les réseaux sociaux. Comme vous pouvez voir, j'ai publié mon premier reel de Yossif Dorfman. En quelques jours, il y a eu plus de 1000 visionnements, donc il y a vraiment de l'intérêt pour les échecs en ce moment partout sur la planète et j'essaye de diffuser là cette passion-là que j'ai. Donc, je vais vous remercier. Chers auditeurs et auditrices, on se revoit dans un prochain épisode.